Il y a un geste que tous les supporters de football connaissent point par cœur. Deux joueurs se font face, la tension monte, l'adrénaline explose après une faute ou une décision arbitrale oubliée. L'un se penche tout près, pose la main devant sa bouche et glisse quelques mots à l'oreille de l'autre. Ce geste fait partie du football depuis des décennies. On le voit en Premier League, en demi-finale de Ligue des Champions, en finale de Coupe du Monde. Personne n'a jamais été sanctionné pour cela. Personne ne s'en est même vraiment étonné. C'était simplement un élément du jeu. Plus maintenant. À la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce geste précis peut mettre fin à votre tournoi en un instant. Se couvrir la bouche lors d'une confrontation avec un adversaire peut valoir un carton rouge direct. Pas d'avertissement, pas de jaune, pas de discussion avec l'arbitre. Dehors. Exclu du match, suspendu pour le suivant et, si cela arrive au mauvais moment, peut être éliminé pour de bon de la compétition. Le football vient de modifier ses règles d'une manière que des millions de joueurs, partout dans le monde, sont encore en train d'assimiler, et cette règle a déjà fait sa première victime ici même, pendant la phase de groupe. Le 19 juin 2026, le Paraguayen Miguel Almiron est devenu le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde expulsé en application de cette règle exacte. Le milieu de terrain d'Atlanta United s'est retrouvé au cœur d'un échange tendu lors du match du groupe D entre le Paraguay et la Turquie. Pendant l'altercation, il s'est couvert la bouche en parlant à un adversaire. L'arbitre l'a vu, a sorti le carton et Almiron est parti. En un instant, l'un des joueurs les plus importants du Paraguay dans sa marche vers ce tournoi était hors jeu. C'est allé vite. C'est arrivé sous l'œil des caméras. Et c'est arrivé exactement comme la FIFA et l'International Football Association Board l'avaient prévu, clairement, publiquement et sans place pour la contestation. Ce moment n'a pas seulement eu des conséquences pour le Paraguay, nettement désavantagé pour le reste de la rencontre. Il en a eu pour tout le tournoi. Chaque joueur de chaque sélection encore en lice a désormais vu de ses propres yeux à quelle vitesse cette règle peut être appliquée. Pas de zone grise, pas de bénéfice du doute. Le geste a eu lieu, le carton est sorti. Ce qu'Almiron disait ou ne disait pas n'avait plus d'importance. Pour comprendre pourquoi cette règle existe, il faut revenir au mois de février 2026 et à un seul incident survenu à Lisbonne, au Portugal, qui a déclenché l'une des plus grandes controverses disciplinaires que le football européen ait connues depuis des années. Le Real Madrid se déplaçait sur le terrain du Benfica pour un barrage de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. C'était exactement le genre de grand rendez-vous européen sous haute tension où les émotions s'enflamment dès le premier coup de sifflet. Le Real Madrid a remporté le match aller 1-0 grâce à un unique but de Vinicius Junior. Mais ce qui s'est passé sur la pelouse a presque immédiatement été éclipsé par ce que Vinicius Junior affirme avoir vécu loin du ballon. L'attaquant brésilien, au centre de nombreuses polémiques liées au racisme depuis son arrivée en Espagne, a accusé l'attaquant du Benfica Gianluca Prestiani de lui avoir adressé une insulte raciste pendant le match. Prestiani avait 20 ans. Il s'était couvert la bouche avec son maillot en parlant à Vinicius près du poteau de corner après une célébration, et c'est à ce moment-là, selon Vinicius, qu'il a entendu quelque chose qu'aucun joueur ne devrait jamais entendre sur un terrain de football. Prestiani a tout nié. Il s'est immédiatement exprimé sur les réseaux sociaux en affirmant que Vinicius avait mal interprété ce qu'il pensait avoir entendu. Le Benfica a apporté un soutien total à son joueur, parlant d'une campagne de diffamation et affirmant croire entièrement à la version de Prestiani. Le Real Madrid a réagi en transmettant à l'UEFA ce qu'il a présenté comme l'ensemble des éléments disponibles et en demandant une enquête complète. Dans les 48 heures, l'UEFA a nommé un inspecteur spécial chargé de l'éthique et de la discipline pour examiner tout ce qui s'était passé lors de cette rencontre. Voilà ce que l'enquête n'a pas pu résoudre. Comme Prestiani avait la bouche couverte, aucune caméra n'a capté ce qu'il a réellement dit. Aucun micro ne l'a enregistré. Il n'y avait rien que des lecteurs labiaux puissent exploiter. Il n'y avait pas de preuves. Il y avait le récit de Vinicius, le démenti de Prestiani et un maillot remonté sur un visage au pire moment possible. L'UEFA a suspendu provisoirement Prestiani pour un match pendant que l'enquête se poursuivait. Il a été privé du match retour, que le Real Madrid a remporté 2-1 pour se qualifier 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Mais le problème de fond est resté totalement sans réponse. Le Benfica a écopé d'une amende de 40 000 € pour des chants et des gestes racistes commis par deux supporters en tribune, un grief distinct mais lié, confirmé par l'UEFA en mars 2026. À ce jour, l'enquête de l'UEFA visant Prestiani lui-même est toujours techniquement en cours, sans verdict final publié.
Une affaire qui a provoqué une indignation internationale et réécrit les lois du jeu demeure dans sa dimension disciplinaire centrale non résolue. C'est cette réalité qui a poussé la FIFA et l'IFAB à agir. Non pas la possibilité d'une culpabilité, non pas le verdict final, mais l'impossibilité d'en atteindre un jour un. Lorsqu'un joueur peut empêcher physiquement tout enregistrement de ce qu'il dit par un geste aussi simple que lever la main ou remonter son maillot, toute la structure de responsabilité du football s'effondre. On peut braquer toutes les caméras du stade sur ce moment et se retrouver malgré tout sans rien. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'a dit avec une rare franchise dans un entretien accordé à Sky News. Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose avec une conséquence raciste, il doit être expulsé. La logique derrière cette phrase n'est pas subtile. Si vous vous couvrez la bouche, vous avez probablement quelque chose à cacher. Et si le football ne peut pas prouver ce que vous avez dit, il lui faut un mécanisme qui ne dépende pas de cette preuve pour agir. L'International Football Association Board, l'instance qui rédige réellement les lois du jeu, a examiné la question lors de sa 140e Assemblée générale annuelle organisée à Ensol, au Pays de Galles, en février 2026. Lors de cette réunion, l'IFAB a officiellement lancé une procédure de consultation afin de développer des mesures visant deux domaines précis. D'abord, les joueurs qui se couvrent la bouche pendant des confrontations avec des adversaires. Ensuite, les joueurs qui quittent unilatéralement le terrain pour protester contre des décisions arbitrales. Le 28 avril 2026, lors d'une réunion à Vancouver, en Colombie-Britannique, organisée en marge du congrès de la FIFA, l'IFAB a confirmé les nouvelles règles à l'unanimité. Les deux dispositions ont été adoptées pour entrer en vigueur à la Coupe du Monde dès le mois de juin. La règle sur la bouche couverte est volontairement large et volontairement sans ambiguïté. Tout joueur qui se couvre la bouche avec la main, le bras ou le maillot alors qu'il se trouve dans une situation de confrontation avec un adversaire peut recevoir un carton rouge, à l'appréciation de l'arbitre. Le mot confrontation est essentiel. L'IFAB a pris soin de distinguer une dispute tendue avec un adversaire d'un échange amical avec un coéquipier évoluant dans une sélection rivale. Si deux joueurs qui se connaissent bien discutent de manière parfaitement cordiale et que l'un se couvre la bouche pour garder l'échange privé, ce n'est pas la cible de cette règle. La règle vise précisément le scénario Prestiani-Vinicius. Un moment électrique, un face-à-face. Une main ou un maillot qui remonte devant la bouche au moment exact où les mots prononcés pourraient en franchir une limite que le football n'a aucun moyen de documenter. Depuis le jour où la règle a été confirmée, ces critiques avancent un argument constant et raisonnable. Le carton rouge direct est la sanction individuelle la plus lourde du football. Il met immédiatement fin à la participation d'un joueur au match et, dans le cadre d'un tournoi, entraîne généralement une suspension automatique pour la rencontre suivante. Utiliser cette sanction pour un geste plutôt que pour ce qui a réellement été dit et qui pouvait ou non être problématique est une décision extraordinaire. La règle n'exige pas qu'un propos offensant ait effectivement été tenu. Le simple fait de se couvrir la bouche pendant une confrontation constitue l'infraction. Certains analystes qui couvrent le tournoi ont décrit cette logique comme une manière d'armer l'ambiguïté, de faire de l'impossibilité de preuve la justification même de la sanction. Ce que la FIFA et l'IFAB disent, au fond, c'est qu'en supprimant la possibilité d'obtenir une preuve, un joueur supprime aussi sa propre protection contre les conséquences les plus lourdes. Cet argument possède une logique inconfortable, difficile à réfuter. On ne peut pas réclamer le bénéfice du doute sur le contenu de ces paroles si l'on a délibérément rendu impossible leur enregistrement. Le geste et la conséquence sont directement liés. Ce qui inquiète les critiques, c'est que ce standard pourrait théoriquement piéger des joueurs qui ne disaient rien du tout, qui se couvraient à la bouche par pur réflexe, par des années de mémoire musculaire acquises autour d'une habitude qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant. Miguel Almiron a peut-être dit quelque chose qui méritait une sanction, ou peut-être pas. Nous ne le saurons jamais, parce que la règle ne nous oblige pas à le savoir. C'est tout l'objet de cette règle, et c'est aussi la raison pour laquelle le débat qu'elle provoque ne va pas disparaître. La deuxième règle, issue du même processus législatif, possède son propre point de départ, lié à un incident survenu lors de l'une des plus grandes soirées du football africain de ces dernières années. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est tenue au Maroc. Le pays hôte avait atteint sa première finale de CAN depuis des décennies, devant un public qui avait fait de ce tournoi l'un des plus électriques de l'histoire de la compétition. Dans les dernières minutes de ce match, l'arbitre a accordé au Maroc un pénalty controversé.
Le Sénégal, adversaire du soir et champion d'Afrique en titre, estimait que la décision était mauvaise. Et au lieu d'exprimer ce désaccord par les voies habituelles, contestation, carton jaune, temps gagné, plusieurs joueurs sénégalais ont fait quelque chose pour lequel le règlement du football, à l'époque, n'offrait aucune réponse claire. Ils ont quitté la pelouse, ils sont sortis du terrain en signe de protestation. Le match s'est arrêté, le stade a basculé dans le chaos, il a fallu beaucoup de temps et plusieurs interventions pour que la rencontre reprenne et aille à son terme. Le Maroc a gagné le match. Mais l'incident est allé jusqu'au tribunal arbitral du sport, le Maroc déposant un recours pour soutenir que les actes du Sénégal auraient dû entraîner la perte pure et simple de la rencontre. Selon plusieurs informations, cette procédure serait toujours en cours, et la nouvelle règle de la FIFA adoptée en avril a été interprétée par des juristes comme pouvant renforcer la position du Maroc devant le TAS, en établissant rétroactivement quelle devrait être la conséquence d'un tel comportement. En vertu de la règle désormais en vigueur, une équipe dont les joueurs quittent le terrain en signe de protestation s'expose à des cartons rouges pour ses joueurs. Tout officiel qui encourage cette sortie s'expose lui aussi à des sanctions, et si les actes d'une équipe provoquent l'abandon définitif d'un match, cette équipe perd la rencontre sur tapis vert. Pas de match suspendu, pas de match à rejouer, pas de décision laissée à une commission. Une défaite par forfait, point final. Le lien entre cet incident de la CAN et la nouvelle règle de la Coupe du Monde n'a rien d'accidentel. L'IFAB répondait explicitement aux deux événements, l'incident Prestiani-Vinicius et la sortie de terrain Maroc-Sénégal, lorsqu'il a rédigé le texte de ces nouvelles lois. Les deux incidents avaient un point commun. Ils révélaient avant des failles précises dans le cadre disciplinaire existant du football, des failles qui permettaient des perturbations graves, sans mécanisme clair de sanction. Le sport avait atteint une échelle et une visibilité qui ne permettaient plus de tolérer ces zones vides, surtout à l'approche d'une Coupe du Monde organisée dans 3 pays et suivie par une audience télévisée cumulée appelée à se compter en milliards. Ce qui rend la dimension politique de ces règles réellement intéressante, c'est qu'elles n'ont pas été adoptées dans le silence. L'unanimité du vote de l'IFAB paraît nette vue de l'extérieur, mais la discussion qui a précédé ce vote a été beaucoup plus complexe. 4 associations membres disposent d'un droit de vote au sein de l'IFAB, la Fédération anglaise, la Fédération écossaise, la Fédération galloise et la Fédération nord-irlandaise, aux côtés de la FIFA, qui contrôle de fait 4 voix représentant le reste du football mondial. Obtenir un accord unanime signifiait naviguer entre de sérieuses divergences sur la proportionnalité, sur la question de savoir si le carton rouge était le bon outil, et sur le degré de précision nécessaire pour éviter des conséquences imprévues. Que le texte ait finalement été adopté à l'unanimité montre à quel point l'IFAB a pris au sérieux le dommage réputationnel que l'affaire Prestiani avait causé à la crédibilité du football face au racisme, et pas seulement au processus disciplinaire. Gianni Infantino lui-même s'est montré inhabituellement présent dans la défense des deux règles à l'approche du tournoi. Pour un président de la FIFA dont le mandat n'a pas été exempt de controverses, l'attribution de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le format élargi à 48 équipes, le bruit de fond permanent autour de la gouvernance et de la transparence financière, les règles sur le comportement des joueurs offrent un terrain sur lequel Infantino a pu présenter la FIFA comme une organisation réellement progressiste face à la discrimination. Que ce positionnement soit entièrement sincère ou qu'il serve aussi un objectif de communication stratégique est une question sur laquelle des personnes raisonnables peuvent être en désaccord. Mais les règles, elles, sont réelles, elles sont en vigueur, et elles ont déjà produit un carton rouge au 4e jour du tournoi. Infantino a aussi publiquement affiché son enthousiasme pour le format élargi de la Coupe du Monde à 48 équipes, qui fait de ce tournoi le plus vaste de l'histoire de la compétition. 48 nations, 16 groupes de 3, un tableau à élimination directe plus long que dans toute Coupe du Monde précédente. Avant le tournoi, les critiques de l'expansion affirmaient un temps qu'un plus grand nombre d'équipes signifierait davantage de déséquilibre, davantage de larges victoires sans enjeu en phase de groupe et une dilution de la qualité qui rend les dernières phases d'un mondial véritablement incontournables à la télévision. Les partisans répondaient « Couvrir l'accès à davantage de nations de football, notamment en Afrique, en Asie et dans les Amériques, constituait une reconnaissance attendue depuis longtemps. La portée mondiale de ce sport avait dépassé le modèle à 32 équipes conçu pour une autre époque. Le tournoi n'en est encore qu'à ses débuts et ce débat continuera de se jouer à chaque match. Mais voici ce que la première semaine de cette Coupe du Monde a déjà montré.
Les règles destinées à modifier les comportements font exactement ce que font souvent les règles. Elles génèrent leur premier incident très médiatisé. Elles alimentent le débat, chez les consultants et les supporters, sur la proportion entre la faute et la sanction. Elles créent une pression que joueurs, entraîneurs et officiels doivent gérer en temps réel, sans avoir bénéficié d'une répétition générale. Miguel Almirón a été expulsé au 4e jour. D'autres joueurs devront traverser ce même instant. Le réflexe d'une fraction de seconde de se couvrir la bouche, la mémoire musculaire d'une habitude qui, 6 mois plus tôt, n'avait absolument rien de remarquable dans chacun des matchs qui restent à jouer. La machine politique qui a créé ces règles va maintenant observer leur application. La FIFA, l'IFAB, les associations membres, les diffuseurs qui portent le tournoi sur 1 milliard d'écrans, tous mesureront ce qui se produit. Si la règle provoque un autre carton rouge de premier plan dans un match à élimination directe, le débat sur la proportionnalité s'intensifiera considérablement. Si une équipe quitte le terrain en signe de protestation lors des derniers 100 tours du tournoi, la disposition sur le forfait connaîtra son premier véritable test. Si les règles traversent le reste de la compétition sans incident majeur, si les joueurs s'adaptent, si l'habitude disparaît, si plus personne ne se couvre la bouche pendant une confrontation, la FIFA les présentera comme une réussite, et elles seront inscrites durablement dans le jeu. Il y a, sous tout cela, une question plus large qu'il faut nommer clairement, parce qu'elle relie ces règles précises au débat général sur ce qu'est la FIFA et sur ce qu'elle veut être en 2026. Il ne s'agit pas d'une instance dirigeante à la réputation immaculée. Les poursuites pénales, les condamnations pour corruption, les scandales à plusieurs milliards de dollars qui ont défini la dernière décennie de la FIFA ne relèvent pas de l'histoire ancienne. Ils restent présents dans la mémoire de tout supporter de football sérieux qui regarde ce tournoi. Pendant des années, l'organisation a traité le sport le plus populaire du monde comme un instrument d'enrichissement personnel à une échelle proprement stupéfiante. Les réformes qui ont suivi, les nouvelles structures de conformité, les commissions d'éthique, le changement de direction. Tout cela s'est produit sous une pression extérieure massive, et la question de savoir si cela a donné naissance à une institution fondamentalement différente reste largement ouverte. Les règles sur le comportement des joueurs s'inscrivent dans ce contexte. Quand la FIFA dit vouloir éradiquer le racisme sur le terrain, quand elle proclame la tolérance zéro face à la discrimination, quand elle présente le carton rouge direct pour une bouche couverte comme la preuve qu'une instance dirigeante prend ses valeurs au sérieux, elle le fait depuis une position où sa propre crédibilité institutionnelle en matière d'éthique est, pour le dire avec prudence, compliquée. Certains critiques diraient qu'un sport dont l'organe dirigeant a passé une bonne partie des 2 dernières décennies devant des tribunaux fédéraux dispose d'une autorité limitée pour donner des leçons aux joueurs sur la conduite à adopter dans une confrontation. Ce n'est pas un argument confortable, mais il n'est pas injuste. Ce qui semble réellement vrai, c'est que l'incident impliquant Vinicius Junior, quel que soit son dénouement juridique final, a touché un nerf dans le football qui dépassait largement le débat habituel sur le racisme. Vinicius est depuis des années l'un des joueurs les plus ciblés du football européen. Les insultes et les abus dont il a été victime sur le terrain comme en tribune ont été documentés avec une précision exceptionnelle. Le fait qu'un incident précis, un incident ayant entraîné des suspensions provisoires, une enquête de l'UEFA et des titres dans le monde entier, se soit malgré tout terminé sans verdict définitif à cause d'une main placée devant une bouche a profondément mis mal à l'aise de nombreuses personnes au sein du football. La réponse de la FIFA et de l'IFAB, aussi brutale soit-elle, reflétait ce malaise. Ils ont choisi une norme qui sacrifie la nuance à la clarté, parce que la nuance avait déjà échoué. Gianluca Prestiani, de son côté, a déclaré publiquement avoir été suspendu par l'UEFA sans preuve. Sa suspension a été appliquée à titre provisoire, il a manqué le match retour, et le Real Madrid s'est qualifié. Il n'a été reconnu coupable de rien. L'enquête de l'UEFA reste ouverte. Il a 20 ans. La question de savoir si la règle née de son cas sera finalement jugée proportionnée à ce qui s'est réellement passé à Lisbonne lors d'une nuit de février dépendra en partie des éléments que l'UEFA détient encore et qu'elle n'a pas publiés. Cette incertitude est l'un des aspects les plus étranges de cette histoire. Une règle susceptible de changer durablement le football a été écrite en réponse directe à un incident dont la résolution est toujours en attente. La loi est désormais pleinement en vigueur, appliquée hier lors d'un match de phase de groupe à San Francisco, alors même que l'affaire qui l'a inspirée n'a toujours pas de verdict final. Le tournoi continue. Il reste encore des semaines de matchs, des tours à élimination directe à traverser, des rencontres couperées où un seul carton rouge au mauvais moment peut briser le rêve d'un pays pour 4 années de plus.
Les joueurs qui ajustent leurs habitudes à l'entraînement, qui reprogramment des réflexes construits tout au long de carrières passées dans un football où se couvrir la bouche était simplement un geste banal, sont ceux qui portent le poids d'un débat politique mené dans des salles de réunion au pays de Galles et à Vancouver. Ce qu'ils feront dans la chaleur d'une confrontation, au milieu d'un match de Coupe du Monde regardé par des centaines de millions de personnes, décidera si ces règles ont fait leurs preuves ou si elles ont révélé leurs propres limites. À ce jour, un joueur l'a déjà appris à ses dépens. Le reste du monde regarde pour savoir qui sera le prochain.